Bonjour et bienvenue dans la vidéo récap de lecture du mois de mars 2025. Un mois de mars 2025 marqué par des gros coups de cœur et dans l'ensemble des très bonnes lectures. Franchement, je ne suis pas déçue de ce que j'ai lu, bien au contraire. Donc sans plus tarder, on y va. On va commencer par le tout premier livre que j'ai lu ce mois de mars 2025, c'était Paradise Garden. Paradise Garden m'a été envoyé grâce aux éditions Guildemeister, je vais y arriver. Les éditions Guildemeister qui signent ce livre et l'appli Glyph qui est une super appli de gestion de bibliothèque virtuelle. Super sympa. Donc merci à eux déjà. Paradise Garden, premier roman de l'autrice allemande Helena Fischer. Très belle découverte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On est sur l'histoire de Billy, une adolescente de 14 ans qui vit avec sa maman Marika. Elles vivent que toutes les deux dans un petit appart où elles ont un petit peu de mal des fois à joindre les deux bouts. C'est pas forcément facile au niveau du quotidien. Mais par contre, le quotidien est très allégé par la personnalité de Marika, la maman, qui est remplie d'imagination. Elle est éprise de liberté. Elle a un petit côté fantasque. Mais en même temps aussi, on la sent remplie de secrets. Voilà. Et du coup, la vie on est axé sur Billy, hein, sur la jeune fille de 14 ans. Et Billy va donc évoluer dans ce petit duo avec sa maman. Mais très vite, on l'apprend dès le début du roman, la vie va basculer pour elle. Elle va perdre sa maman de manière accidentelle. Et avant déjà le décès de la maman, il y avait déjà eu un petit événement qui était venu perturber leur duo. Et du coup, à la perte de sa maman, donc forcément, le deuil, etc. Très bien, je trouvais que c'était très bien traité. Et surtout parce que on est vraiment face à... J'ai aimé parce qu'on est face à une héroïne. Billy, elle va faire preuve d'une résilience remarquable. Au moment où la vie la frappe de quelque chose de juste insoutenable et horrible. Elle est encore en plus elle-même en construction. Et elle n'a que 14 ans, donc avec déjà toutes les questions de l'adolescence. Et en plus, une famille quand même pas typique. Elle est donc élevée que par sa maman. Elle ne connaît pas son papa. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant de le traiter. Mais c'est pas traité de manière, tout comme le deuil, etc. C'est pas traité de manière à faire exprès de tirer l'alarme, etc. C'est très touchant. Mais... on n'est pas dans la sensiblerie, on est dans la sensibilité, pas la sensiblerie, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et on est vraiment dans ce duo mère-fille qui est très attachant. Et j'aime beaucoup comment c'est traité au fil du roman, en fait, cette complicité qu'il y a entre la mère et la fille. Je trouve ça très très joli comment c'était traité, dans les dialogues notamment, j'en dis pas plus, mais dans les dialogues j'ai beaucoup aimé comment c'était traité. Et donc cette jeune fille va décider de partir à la recherche de son papa, qu'elle ne connaît donc pas, avec les maigres indices laissés après le décès de sa maman. À l'arrière ils disent que c'est un road trip. Alors moi, c'est pas la partie road trip que j'ai trouvée la plus flagrante en fait dans le texte. C'est vraiment plutôt tout cet apprentissage de l'adolescence, cette quête d'identité, ce questionnement sur les origines, parce qu'on a non seulement la quête identitaire et des origines avec la recherche du père, mais on n'a pas que ça, parce que Marika, donc la maman, est née en Hongrie, et je crois que la petite aussi. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, elle est partie de la Hongrie, elle a laissé sa famille. On va petit à petit essayer de comprendre plus ou moins. Et c'est ça aussi qui était pas mal, c'est que c'était bien rendu du point de vue de l'adolescente en fait. On est vraiment dans la tête de l'ado et des questionnements qu'elle se pose et de comment elle cherche. Les réponses qu'elle trouve aussi, ce qu'elle en fait, comment elle les transforme, comment elle les comprend, qu'est-ce qu'elle fait avec, des fois des réponses qui sont pas complètes, pas tout à fait complètes en tout cas. Et j'ai trouvé que c'était très bien traité à ce niveau-là. Plus que le côté road trip qui, moi, c'est pas ce que j'ai le plus retenu. La seule chose d'ailleurs qui m'a un petit peu dérangée, mais pas empêché de continuer, pas empêché d'apprécier, c'est justement la réaction des adultes juste avant le road trip. J'ai pas trouvé ça très ancré dans la réalité.
Mais ça n'empêche pas la qualité du roman. Et c'est un roman qui est simple à lire. C'est pas le coup de cœur absolu, mais très très bonne lecture. Et il reste en tête malgré tout. Voilà, j'ai beaucoup apprécié Paradise Garden. Donc d'Elena Fischer. Il est sorti, je crois, le 5 mars. Donc il est encore disponible. Et il n'est qu'en grand format pour l'instant. Mais vous voyez, hein, il y a des petits marque-pages pour des petites phrases, des petites choses qui sont très sympas. Franchement, à lire. Je ne regrette absolument pas, au contraire. Donc, très bonne lecture de Paradise Garden. Ensuite, oh ben là, on est sur Le Ventre de Paris. C'est ma deuxième lecture. Alors, elle n'est pas finie, vous voyez, il y a encore le marque-page. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à finir, alors que j'adore. Je me suis lancée dans la lecture des Rougon-Macquart. Je crois qu'il y en a 20 à peu près, ou en tout cas une vingtaine. Je m'étais lancé le défi d'en lire un par mois. Donc là, je suis qu'au troisième parce que je le lis dans l'ordre de parution, pas dans l'ordre conseillé par l'auteur, par Zola. Le Ventre de Paris, alors j'adore, hein. Je ne l'ai pas fini, mais je pense que celui-ci, il aura une place assez haute dans le classement, dans mon top des Rougon-Macquart. J'aime énormément les descriptions de Paris. Alors, principalement des halles de Paris, avec tout ce lien qui est fait entre les personnages, la nourriture, etc. Enfin, on y est, c'est très sensoriel, on a les odeurs, on a tout. Et j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il se démarque par rapport aux deux premiers, qui étaient La Fortune des Rougon et La Curée, que j'ai beaucoup apprécié. Mais Le Ventre de Paris, très belle lecture, classique. Et franchement, ça se lit, hein, comme le Zola, c'est pas du tout inaccessible, hein, c'est très bonne lecture. Donc, Le Ventre de Paris. Je regarde sur mon petit carnet pour rien oublier. Ah oui. Bon, là, on va passer vite, hein. Huis clos de Sartre. Alors, Huis clos, je l'avais déjà lu. En fait, c'est une relecture. C'est excessivement rare, voire rarissime, que je relise des romans que j'ai déjà lus. Mais là, en fait, j'ai envie depuis quelques temps, et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, de relire un petit peu ce que j'avais lu ado et qui m'avait marqué. Pour voir si, avec mon regard d'adulte, la lectrice que je suis aujourd'hui, ben, ça fonctionne toujours autant ou pas. Et là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc, pour deux raisons. La première, la principale presque, c'est que j'ai appris entre-temps que Jean-Paul Sartre en fait était très problématique au niveau de ses idées et de ses pratiques. Donc déjà là ça m'a bien refroidi. Voilà. Et puis en fait, Huis clos, j'avais adoré. Alors j'aime le principe, hein, j'aime toujours la pièce, hein, je trouve qu'elle est toujours qualitative en termes d'écriture. Mais ça m'a pas fait le même effet que la première fois. Et je pense que justement c'était intéressant de le relire pour ça, pour voir qu'effectivement ben, j'avais évolué pas seulement au niveau de mes lectures, mais au niveau de ma pensée en fait. Parce que ça ne m'a pas touchée de la même manière. C'est-à-dire que là, on assiste à trois personnes, un homme et deux femmes, qui, après leur décès, se retrouvent en enfer. Et en fait, l'enfer, ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient, les grandes flammes, les éléments de torture, etc. Pas du tout. En fait, c'est un salon décoré dans le style Second Empire. Et en fait, ils vont se retrouver tous les trois dans cette pièce. Et en fait, le véritable enfer, c'est ce huis clos, c'est le regard de l'autre, c'est justement la phrase excessivement célèbre, l'enfer c'est les autres, vient de là. D'ailleurs, derrière, on nous dit, hein, le bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres. Voilà. Et alors j'aime, hein, mais ça m'avait pas fait cet effet, ça m'avait fait un effet un peu plus waouh d'avoir cet enfer qui était décrit finalement par le regard de l'autre, le regard qu'on pose sur soi à travers le regard de l'autre. Il y a tout un passage que j'ai par contre de nouveau bien apprécié sur le miroir. Et en fait, dans le salon dans lequel ils sont, déjà il y a très peu d'éléments de décor, hein. Je crois qu'il y a juste un canapé, une commode et une statuette en bronze. Ou une cheminée, je sais plus. Et il n'y a pas de miroir. Et ils se rendent compte que finalement le miroir, c'est l'autre. Donc c'est ce que me renvoie l'autre, ce que je renvoie à l'autre, ce que je comprends que l'autre
a compris de moi. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé par contre de nouveau cette idée-là de miroir. Mais ouais, je pense qu'entre-temps, ma pensée a évolué, mes émotions ont évolué, la lectrice que je suis a évolué. Euh, et ça ne m'a pas fait le même effet waouh. Et puis j'ai pas envie de m'épancher parce que Jean-Paul Sartre, en fait, voilà, il n'était pas terrible, terrible comme homme. Donc on va passer. Mais ça reste un très bon texte. Ensuite, on va passer un coup de cœur, un énorme coup de cœur, énormissime coup de cœur. Je l'ai pas là, je l'ai prêté à mon ami Ses Vœux. Coucou Ses Vœux. C'est le roman d'Ambre Chalumeau, le premier roman d'Ambre Chalumeau, qui est journaliste dans le magazine télé quotidien, qui s'appelle Les Vivants. Ce bouquin-là, Les Vivants, alors pour moi là, Ambre Chalumeau, elle est passée de journaliste à autrice, directe. J'ai trouvé ça, mais tellement juste, tellement pertinent, je me suis pris mais un coup de poing dans la tronche, véritablement, je n'arrivais pas à le lâcher. L'histoire est dure, c'est l'histoire d'un... C'est basé sur quelque chose qui lui est vraiment arrivé à Ambre Chalumeau apparemment. Enfin je dis apparemment aussi, si elle le dit, c'est que c'est ça. Donc on va suivre trois ados qui viennent d'avoir leur bac. Et, et du coup, lors d'une soirée, il y a un jeune homme et deux jeunes filles. Le jeune homme va faire un malaise. Et d'un simple malaise, entre guillemets, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un virus très très rare. Et qui va le mener vers un coma très profond, avec un pronostic vital engagé. Et donc, c'est très difficile à résumer parce qu'il est tellement complet. Il y a tellement de choses dont on a envie de parler, mais j'ai pas envie de m'éterniser. J'ai envie aussi que vous découvriez le texte si le cœur vous en dit. Donc, ce jeune homme va se retrouver donc hospitalisé dans un coma profond. Et en fait, ce personnage qui est absent, de par ses interactions, etc., même si son corps est toujours là, donc il est malgré tout absent, ça va être un peu comme l'épicentre d'une espèce de tempête géante, d'un tremblement de terre sur tout son environnement. Et donc on va suivre comme ça l'évolution de ses amitiés, de sa famille, mais sa famille au sens vraiment son frère, ses parents, et on va voir un petit peu comment tous s'en sortent, comment ils composent avec la vie, parce qu'effectivement, une des choses qui est mise en avant, c'est ce fait-là, c'est que quand il y a un événement comme ça, qui est insoutenable, qui est très difficile à vivre, en fait, la vie continue. Et il y a cette espèce de paradoxe entre, oui, la vie continue, et il faut continuer, et puis sans s'en rendre compte, on continue, et à la fois, mais pourquoi tout s'écroule pas? Et à la fois, tout s'écroule. C'est très subtil, très bien amené. J'ai aimé beaucoup le style, qui est à la fois très 2025, on va dire. C'est très contemporain. Ambre Chalumeau, je crois qu'elle n'a pas 30 ans, donc elle a vraiment le langage de sa génération, mais en même temps, un langage très lettré. Enfin, je veux dire, c'est pas du langage... je vais faire ma boomeuse, Jones. C'est générationnel, mais en même temps très lettré et intelligent. On prend des coups de poing à tout va. Elle a une façon de décrire les personnalités, les gens, alors qui est d'une très belle subtilité. On sent qu'elle s'intéresse aux gens, qu'elle est très dans l'observation, dans l'empathie, qu'elle écoute, qu'elle observe et qu'elle sait retransmettre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle comprend par son écriture. Franchement, je pourrais en parler des heures, mais je ne veux pas m'étaler parce que j'en dévoilerai trop. C'est vraiment un livre à lire et un énorme coup de cœur. Je pense qu'il restera dans le top 5 de mon 2025, mais dans un bon top sur toutes mes lectures de ma vie de lectrice. Énorme coup de cœur, Les Vivants d'Ambre Chalumeau. Oui, là on va passer à... Je sais pas où je l'ai fichu, par contre. J'ai lu une petite nouvelle. Voilà, j'aime bien des fois casser un petit peu le rythme des lectures après un roman qui m'a bien chamboulé. J'ai lu la nouvelle de Maupassant, La Parure. Et je crois que c'était la première fois que je lisais Maupassant.
nouvelle qui se lit, mais alors à une rapidité folle, elle est très 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 courte. J'ai beaucoup aimé, c'était sympathique, ce serait... c'est pas l'adjectif qui correspond le mieux, mais voilà, c'est une lecture très agréable. Et la seule chose qui m'a déçue, c'est qu'en fait, d'habitude, on arrive à me mener en bateau dans une lecture, mais de A à Z. Si jamais on veut me faire prendre une direction dans une enquête policière ou quoi que ce soit, on veut me faire prendre une direction justement pour brouiller les pistes, mais moi j'y plonge, j'y cours et je vois rien autour, je vois pas les indices. On peut me berner, voilà, comme on veut. Je prends très peu de recul quand je lis, je suis très... je prends ce qu'on me donne en fait pour argent comptant. Ben alors là, dans la parure, ça n'a pas fonctionné. Dès le début, j'ai compris. C'est pas grave, ça m'a pas empêché le plaisir de lire, mais j'avais tellement entendu dire que on était surpris par la chute, etc., que bah du coup j'ai pas eu cet effet waouh. Mais lecture très appréciable où on suit une jeune femme qui va demander à une autre jeune femme à ce qu'elle lui prête une parure de bijoux pour aller à un bal. Et donc elle va lui prêter cette parure de bijoux, mais elle va la perdre au cours de cette réception. Et on va voir comment elle se débrouille avec la perte de cet objet. Très, très agréable à lire. Voilà, la parure de Maupassant. Ensuite, ah ben oui, pareil, je ne l'ai pas là. Parce que ben, c'est justement entre guillemets un échange du roman Les Vivants que j'ai prêté à mon amie Séveux, que elle m'a prêté la BD que je n'avais toujours pas lue, L'Arabe du futur, que je voulais vraiment lire. Donc j'ai lu le tome 1, moi, Fadi, le frère volé. Je regarde mes notes en même temps, hein, parce que j'ai un petit carnet, tout, comme ça, dans lequel je note mes lectures au fur et à mesure, parce que sinon j'ai une mémoire de poisson rouge par moment. Du coup, L'Arabe du futur de Riyad Satouf, j'ai adoré. Vraiment gros coup de cœur BD. C'est il y en a qui disent des romans graphiques, etc. Enfin, je sais jamais comment classer la différence entre BD et roman classique. Je crois que c'est une histoire de nombre de pages, peu importe. En tout cas, j'ai adoré. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais entendu parler de cet ouvrage, mais j'avais pas regardé de quoi il parlait. Et je savais pas en fait qu'on parlait du rapt d'un enfant par son papa, qui va l'amener dans son pays d'origine. Et waouh, j'ai adoré. Et je sais pas comment. Celui-là aussi, il n'est pas facile à résumer parce qu'en fait, il y a plein de petites subtilités avec un dessin très simple, avec des dialogues très simples. En plus, on est plongé dans les années 80. Je crois que c'est de 86 à 94, oui, je regarde là. Donc moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance au niveau de l'univers. Et non, très bonne lecture. Il me tente de lire le tome 2 et les suivants. Parce qu'apparemment, c'est tout aussi qualitatif la suite. Donc pareil, très très bonne lecture de L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Et je voulais terminer. Dernière lecture du mois de mars. Et pas des moindres. Là, c'est le coup de cœur absolu. Le silence est à nous, de Colline Pierret. C'est aux éditions Flammarion. Et alors, comment dire? C'est un roman jeunesse. On était beaucoup dans les ados hein, ce mois-ci. Un roman jeunesse, mais qui est d'une... Pareil, il est mais percutant. Faites-le lire aux ados, lisez-le, il est merveilleux. Ados à partir de... Ils mettent 13 ans. 13-14, ouais. Voilà, vers le passage au lycée, fin de troisième passage au lycée. Alors déjà, il est original de par sa structure. C'est un roman en vers libre et qui en plus est très original au niveau de la mise en page, de la typographie. On a des choses très très originales. On a une bande sonore aussi, on a une bande son avec des musiques merveilleuses. Enfin moi, quand on parle David Bowie, Björk, Agnès Obel, les Beach Boys, tout ça, Portiched, enfin voilà. Ça, Simon & Garfunkel, forcément, je valide. Et du coup, voilà.
On a une mise en page quand même plutôt originale. L'histoire est merveilleuse. J'ai adoré. Je crois que j'aurais pu marquer limite toutes les pages. Je me suis arrêtée au bout d'un moment pour pouvoir profiter aussi de ma lecture. On est dans un lycée où une jeune fille, Léonora, va être témoin d'une agression dans son lycée, d'un jeune homme sur une jeune fille. Elle ne connaît pas la jeune fille. Elle sait juste qu'elle est, je crois, plus jeune en seconde. Je crois que Léonora est en première. Et donc elle va être témoin de cette agression. Et sur le moment, le choc, elle va être tétanisée et elle ne va pas réagir, entre guillemets, et elle va faire demi-tour, tellement elle est choquée. Donc ça, c'est la porte d'entrée du livre. Et là, elle va réussir à contacter la jeune fille, lui dire qu'elle sait ce qu'elle a vécu, et elles vont s'allier, toutes les deux, et elles vont essayer de composer, comme on peut composer à ce jeune âge-là, quand on est soit victime, soit témoin d'une agression. Et elles vont donc décider d'en parler, elles ne vont pas en rester là. Et la manière, c'est juste merveilleux, les réactions que cela va susciter, comment elles vont réussir à porter leur message, à porter leur parole. Juste merveilleux, pareil, je ne veux pas trop en dévoiler parce que c'est à lire, c'est à découvrir. Et donc non seulement on est dans un mouvement MeToo, on va dire, au sein d'un lycée, qui est une micro-société de toute façon, donc avec forcément des adultes qui vont réagir de manière très différente à la parole des adolescentes. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'était pas manichéen, en fait, c'était pas les jeunes ados tout mignons qui ont raison et contre des adultes qui ne veulent pas l'écouter, qui sont forcément réac, etc. Pas du tout. On a notamment un personnage réac, mais on n'a pas que ça. On a aussi des adultes bienveillants et on voit à quel point, c'est ça qui m'a aussi plu, c'est que quand on est face comme ça à une difficulté, une agression, ou qu'on soit témoin ou qu'on en soit victime, à quel point la parole est importante et à quel point en parler à quelqu'un de confiance est primordial et qu'il y aura toujours quelqu'un pour accueillir la parole. C'est sûr que tout le monde ne va pas l'accueillir de la même manière, mais il y aura toujours quelqu'un pour l'accueillir. Et donc on voit les adultes qui soutiennent également ces adolescentes. Et elles vont réussir comme ça à créer tout un mouvement de révolte. Donc c'est très militant, mais à la fois très doux. Il n'y a pas de passage en force et en plus, il n'aborde entre guillemets pas que ces thématiques-là d'agression physique et sexuelle, mais il aborde aussi beaucoup de thématiques excessivement modernes, excessivement... alors quand je dis moderne, c'est parce qu'on en parle beaucoup plus, mais qui existe depuis toujours, sur le genre. Mais pareil, c'est fait d'une manière tellement intelligente, tellement subtile, c'est à la fois doux et percutant, et toutes ces thématiques-là sont abordées, moi j'ai trouvé, mais avec une finesse qui fait tellement du bien, mais tellement du bien, même si on ne se sent pas spécialement concerné par ces thématiques-là. Toutes les thématiques LGBT, d'ailleurs je l'ai trouvé au rayon LGBT de ma librairie, ils ont un petit côté jeunesse en fait, ils ont une espèce de petite étagère en fait, LGBT. Franchement, pour traiter de ces sujets-là, on peut vite tomber dans certains écueils, et là pas du tout. C'est fait avec une intelligence remarquable. Énorme coup de cœur, Le silence est à nous, où on parle de tous ces sujets avec pertinence et intelligence. Donc franchement, Colline Pierret, là, j'avais jamais lu. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais je suis très curieuse, je vais aller essayer de grappiller un petit peu, voir ce qu'elle a fait, parce que vraiment, là, c'est un chef-d'œuvre pour moi, tout simplement. Donc n'hésitez pas, un très beau cadeau à faire à ses ados et à soi-même, en tant qu'adulte, ou à peut-être
un tonton réac. Ça pourrait lui faire du bien à tonton réac. Voilà, donc c'était mes lectures du mois de mars 2025. Même si j'ai pas terminé Le Ventre de Paris, ça ne saurait tarder. Voilà, il va faire un petit cheval. Il va être à cheval entre mars et avril. Et je vais tout simplement vous dire à tout bientôt parce que je vais tourner ensuite aussi la vidéo de mes lectures prévues pour le mois d'avril 2025. Je dis prévu et j'osse un peu les yeux parce que je sais que je ne tiens que très rarement mes piles à lire à jour. Je me donne une idée et puis je bifurque en général. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à tout bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao!